Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel Sizer. Dans cette vidéo, on effectuera une introduction des paramètres de base dans le mode Concept. Le mode Concept est un outil préliminaire pour le calcul des charges gravitaires. Il est possible de créer des modèles de charges gravitaires d'une structure allant jusqu'à 6 étages de hauteur pour faire la conception de colonnes, montants, poutres, solives et panneaux de CLT. Vous pouvez ajouter des charges linéaires, surfaciques ou concentrées, et Sizer va distribuer ces dernières en se basant sur leur tributaire et transférer les charges sur les étages. L'outil fournit également des dimensions préliminaires pour les éléments, crée une liste de matériaux pour les coûts et indique les réactions à la base des éléments. On dit que le mode concept est un outil de conception préliminaire étant donné qu'il contient certaines limites et hypothèses telles que les colonnes et les murs sont fixés aux deux extrémités, les charges combinées ne peuvent être appliquées, il n'y a pas de conception pour les appuis, ainsi que d'autres restrictions. Ceci étant dit, il est nécessaire de finaliser la conception des éléments dans le mode Beam ou Column. Le mode Concept ne peut distinguer quel élément est l'élément supporteur, il est donc nécessaire de faire cela dans le mode Column ou Beam pour s'assurer que les détails de l'assemblage et que les charges sont corrects. Lorsqu'il s'agit du type de charge, si vous avez une poutre à portée multiple, le code demande que les cas de surcharge doivent être vérifiés, alors la conception de l'élément finira par être différente dans le mode Beam suite à une analyse plus détaillée. La manière dont le mode concept fonctionne est que vous parcourez la barre des tâches du haut, ajoutez un grillage pour ensuite spécifier des colonnes et des murs. Une fois que ces derniers ont été spécifiés, l'option de choisir d'ajouter des poutres et planchers devient accessible. Comme dans la plupart des logiciels, lorsqu'il y a des mesures d'impliquer, il est fortement recommandé de spécifier le système d'unité avant de commencer la conception. Par défaut, l'unité de mesure est le système métrique, mais vous pouvez changer au système impérial dans les paramètres si vous le désirez. Pour que le changement prenne effet, il faut cliquer OK. Une autre étape importante est d'établir l'incrément d'accrochage. Par défaut, ce dernier est fixé à 1 pied ou 30 cm, mais vous pouvez changer cette valeur à la valeur que vous voulez, dépendamment de l'espace des éléments dans votre projet et de la précision requise. Il peut être modifié sous l'onglet View. Si vous décidez de générer le grillage automatiquement, chose dont on va discuter prochainement, le système de grillage sera basé sur l'incrément d'accrochage spécifié dans cet onglet. Afin de faciliter la compréhension de cette fonctionnalité dans cet exemple, on va ajuster l'incrément d'accrochage à 100 cm pour les directions nord-sud et est-ouest. La fenêtre Settings est également l'endroit où vous avez la possibilité de modifier les hypothèses de conception spécifiques. Vous avez peut-être remarqué que ces paramètres de conception présentent les mêmes informations que ceux dans le mode Beam et Column. Dans l'onglet suivant, vous trouverez les valeurs par défaut concernant les limites de la flèche, la longueur minimale des appuis et l'excentricité des charges sur les colonnes. Certains paramètres ne s'appliquent seulement qu'en mode Beam ou Column. Alors, avant de commencer à dessiner les différents éléments de votre projet, il est nécessaire d'établir le grillage. Pour ce faire, il existe deux options. La première consiste à spécifier les lignes du grillage manuellement. Dans cette vue, si vous cliquez à un endroit dans l'écran, vous établirez un point de grillage basé sur l'incrément d'accrochage spécifié plus tôt. Comme on peut le voir, même en cliquant sur un point spécifique, le logiciel va générer une ligne du grillage à la valeur du 100 cm le plus près spécifié dans les paramètres. Si vous n'êtes pas satisfait de l'endroit où la ligne a été placée, vous pouvez modifier sa position indépendamment de l'incrément d'accrochage en sélectionnant la ligne et en changeant sa position dans le haut de l'écran. Il est également possible d'ajouter un nom à cette ligne. La seconde option consiste à générer automatiquement le système de grillage, lequel se basera sur l'incrément d'accrochage spécifié dans les paramètres. Ceci peut être accompli en cliquant sur le bouton Generate Grid. Il est également possible de supprimer une ligne spécifique en la sélectionnant et en cliquant la touche Delete. De plus, vous pouvez choisir plusieurs lignes en gardant le bouton Control enfoncé. Après avoir établi le grillage de votre projet, il est possible d'ajouter jusqu'à 6 étages dans la section Level sous l'onglet Design ou en cliquant l'icône Floors and Roofs Levels, ce qui affichera la fenêtre suivante.
Si vous changez l'élévation, spécifiez la hauteur du niveau et cliquez sur Ajouter, le nouvel étage sera ajouté automatiquement. Le niveau avec l'élévation la plus haute sera assigné au toit. Lorsqu'il s'agit d'effectuer la conception d'un projet, si la structure contient des détails similaires sur chaque étage, vous pouvez créer tous les détails sur un étage, aller dans la fenêtre dont on vient de discuter, et avant d'ajouter l'élévation d'un étage, cochez l'option Copy Selected Level when adding, et tous les éléments conçus seront automatiquement copiés aux étages ajoutés. Cela peut permettre de sauver du temps dans la conception. Une fois que toutes les informations préliminaires sont ajoutées, on peut faire la conception de colonnes, murs, poutres et solives de chaque étage dans le mode concept. Lorsqu'on ajoute des colonnes, il est seulement possible de les positionner sur l'intersection des lignes du grillage. Pour positionner une colonne en dehors de l'incrément d'accrochage spécifié, il faut modifier la ligne du grillage manuellement, comme on a démontré plus tôt. Pour chaque type d'élément, si vous cliquez la vue du formulaire, une fenêtre apparaîtra où vous pouvez effectuer la conception de différents groupes avec des détails différents. Ceci est pratique si par exemple, on veut spécifier de différents types de poutres ou de colonnes dans un même étage, ou spécifier différents éléments sur chaque étage. Pour assigner de nouveaux détails créés à plusieurs colonnes, il faut choisir toutes les colonnes désirées en appuyant sur Ctrl et de choisir son groupe dans la barre d'outils du haut. Si vous laissez des inconnus pour les groupes et spécifiez cet élément à plusieurs endroits, le mode concept va effectuer la conception de cet élément selon l'endroit ayant la plus grande charge appliquée. Pour insérer des murs dans la conception, il faut se diriger vers l'onglet Walls View. Effectuer la conception de murs dans le mode concept est facile, étant donné que tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le bouton gauche de la souris sur une intersection et l'emmener à un autre point sans le relâcher. Il est possible de créer un mur dans presque toutes les directions, tant que le mur ne chevauche pas un autre mur ou une poutre existante. Le tableau de conception pour les groupes de murs est similaire à celui de la colonne, avec des informations propres au mur et la possibilité d'effectuer la conception de montants de murs ou de panneaux CLT comme type de groupe. De façon similaire à la manière dont les murs ont été dessinés, lorsqu'on ajoute des poutres, il faut cliquer et emmener la ligne d'une colonne à l'autre avec la possibilité d'avoir des porte-à-faux. Notez qu'il n'est pas possible pour un mur de supporter une poutre. Il faudrait définir une colonne dans le mur. En allant sous l'onglet Material Design Group, dans la vue de la poutre, vous remarquerez l'entrée pour Load Transfer Number. Le mode Concept permet de transférer les charges entre les poutres en utilisant cette fonctionnalité. Alors, par exemple, si l'on veut que la poutre B3 transfère ses charges aux éléments B1 et B2, il faut s'assurer que la poutre B3 ait un nombre de transferts plus élevé. Si ce n'est pas le cas, un avertissement apparaîtra citant « Vous ne pouvez utiliser une poutre avec un numéro de transfert identique que celle qu'elle supporte ». Dans cet exemple, les poutres B1 et B2 ont un numéro de transfert de 0. Tandis que pour que la poutre B3 puisse transférer les charges aux poutres B1 et B2, on a effectué la conception de deux groupes de poutres différents et spécifié un numéro de transfert de charge égal à 1, ce qui est supérieur aux autres éléments. Le nombre aurait pu être 2, 3, ainsi de suite, tant que c'est un chiffre supérieur aux poutres sollicitées. Il est maintenant possible d'appuyer la poutre B3 sur les poutres B1 et B2. En cliquant l'onglet Joist View, on peut commencer la conception de Solive dans le modèle. Pour ce faire, il faut spécifier 4 points dans le grillage où il y a des intersections avec quelques restrictions. En effet, la surface de Solive créée doit avoir au moins deux côtés parallèles et doit être entièrement supportée par au moins deux appuis dans chaque direction, ce qui signifie que la première et dernière solive doit être appuyée sur le même élément supporteur. Dans le cas contraire, les avertissements suivants apparaîtront citant une des restrictions que je viens de mentionner. En cliquant sur le bouton droit de la souris dans le processus de création de solives de plancher, cela annulera la création pour que vous puissiez recommencer de nouveau. Il est important de mentionner que les solives se positionneront automatiquement dans la direction la plus courte, à moins de ne pas avoir de support dans une direction quelconque. Pour changer cette direction, il faut choisir le solive en question et changer la direction à partir du menu déroulant dans la barre d'outils du haut. La fenêtre pour effectuer la conception de solives en groupe
est la même dans le cas de solives de toit ou de plancher, avec l'exception de la valeur de la limite de la flèche par défaut. En effet, pour les solives de toit, la limite de flèche pour une surcharge est de L sur 240 et une limite totale de L sur 180, comparativement à L sur 360 et L sur 180, respectivement pour les solives de plancher. La différence est expliquée dans la vidéo 5. De plus, pour les solives de bois d'œuvre de dimension commune, le critère de vibration pour les solives de plancher est accessible, tandis que ce critère ne s'applique pas pour les solives du toit. Une fois la structure conçue adéquatement, la prochaine étape est d'ajouter des charges. En allant sous l'onglet Loads View, l'information concernant le niveau, type, distribution et ampleur peuvent être entrées. La catégorie de risque de la structure et la section Sustain Live peuvent être ajustées. En choisissant le type de distribution comme étant Area, il faut sélectionner 4 points pour lesquels vous souhaitez ajouter cette charge surfacique. Notez que si vous appliquez la charge sur l'entièreté du plan, les endroits où il n'y a pas de plancher ne seront pas sollicités par une charge et le logiciel va reconnaître seulement les endroits où il y a des solives de plancher. De plus, lorsqu'on applique des charges, il est important d'être prudent de ne pas appliquer une charge qui déborde partiellement sur une autre section. Dans le cas contraire, cela va générer un avertissement lors de la génération des résultats. Afin d'examiner les éléments critiques d'un groupe particulier dans les résultats du mode Concept, il faut retourner dans la vue du plan et sélectionner l'élément en cliquant dessus. On peut maintenant aller dans le mode poutre ou colonne en utilisant le paramètre Mode disponible dans le haut de l'écran. Sizer détermine d'abord les réactions des autres éléments qui transféreront les charges à l'élément choisi et convertit les réactions à la type de charge appropriée. Sizer transfère ensuite ces charges ainsi que toutes les informations des groupes dans le mode Beam ou Column pour générer le résultat. En transférant une surface de solive dans le mode Beam, Sizer convertit la surface de solive en une solive représentative pour être analysée en tant que poutre. Dans le cas où c'est une surface à 4 côtés, Sizer demande d'abord quelle extrémité de la solive vous voulez transférer, étant donné qu'elles peuvent être de différentes longueurs, avoir des appuis à différents endroits ou des charges concentrées provenant des murs à différents points. L'une des deux extrémités de solive sera critique, il est donc encouragé d'examiner les deux s'ils sont différentes. On va maintenant mettre en pratique les paramètres discutés tout au long de cette vidéo, ainsi que d'autres paramètres dans la vidéo suivante où on effectuera la démonstration d'un exemple détaillé dans le mode Concept.